Je vous propose maintenant d'écouter la première table ronde qui va avoir lieu autour de cette table avec Juan Clos, qui est le directeur exécutif d'ONU Habitat, que j'appelle à me rejoindre. Bonjour monsieur, venez avec moi. Rosa Raponda, qui est maire de Libreville. Marie Salois d'Imbreville. Pierre-René Lemas et Emmanuel Faber. Mettez-vous là. Voilà, essayez de vous répartir autour de la table. Alors, Juan Clos, peut-être je vous pose la question en anglais ? En anglais. Alors, on a vu, Juan Clos, la question a été évoquée par Anne Hidalgo des décisions de Habitat 3 qui ont frappé tout le monde par le fait que moi je fais un peu la comparaison avec la COP 21. COP 21, c'était sur le climat, un appel aux consciences et un consensus mondial qui se forme sur l'idée qu'il faut absolument agir, et notamment dans les villes. Et à Habitat 3, donc, qui intervient en octobre dernier, la décision est prise au niveau de l'ONU de faire un plan d'action mondial avec une vision à 20 ans, parce que dans les villes, les choses évidemment doivent se traiter dans la durée, pour considérer que la lutte contre les inégalités est le meilleur levier pour installer les villes dans une logique de croissance inclusive au moment où, on le sait, les populations, les migrants vont affluer dans les villes et que, je le disais tout à l'heure, on va avoir d'ici 30 ans au moins 2 milliards de personnes qui vont aller rejoindre des grandes villes. Donc ce projet de Habitat 3, cette action de l'ONU, finalement, quelle va en être maintenant la mise en œuvre concrète? Parce que le principe, je crois, est partagé par tous. Comment le mettre en œuvre et comment les villes, les maires des grandes villes vont-ils s'emparer de votre rapport? Merci. Muchas gracias. Realmente en Quito hemos tenido la oportunidad de estructurar un debate mundial sobre la situación de la urbanización basados en un análisis que hemos pretendido que fuese un análisis objetivo, no tan solo de sentimientos o de valores sino intentar hacer un análisis con facts and figures. Para esto hemos empezado en el proceso preparatorio de Habitat 3 haciendo un análisis de lo que ha sucedido en la urbanización en los últimos 20 años. Y lo que ha sucedido en la urbanización en los 20 últimos años es un proceso complejo, muy difícil. En primer lugar, hecho importante de lo que ha sucedido, de lo que ha sucedido en los últimos 20 años. La urbanización se acelera. Es un factor fundamental, es un cambio. La urbanización se acelera. Continentes, especialmente Asia, y con quizás el liderazgo de China, la urbanización en los 20 últimos años ha hecho un salto espectacular que nunca se había visto en la historia de la humanidad. Segundo hecho, en las muestras que hemos hecho representativas de la urbanización, esta urbanización que se acelera baja de calidad, es una urbanización peor, es una urbanización que se hace con menos planificación, es una urbanización que es más espontánea que planificada en el mundo, estoy hablando en todo el mundo. Es una urbanización con menos espacio público, ha disminuido la cantidad de espacio público destinado en la ciudad. Parece como si hubiese habido un debilitamiento de la capacidad de la administración pública
y muy concretamente de la administración local, de los ayuntamientos, de controlar la urbanización, de digerir y diseñar la urbanización. Parece como si la urbanización en estos momentos esté diseñada por una multitud de agentes, la mayor parte de ellos agentes privados, que intervienen en la ciudad sin una clara dirección a la hora de construir ciudad. Por lo tanto, la urbanización baja de calidad y además la urbanización aumenta el uso del espacio. Hay un proceso mundial de continuación del sprawl, disminuyendo la densidad urbana preexistente. Todos estos elementos conocidos del análisis objetivo con datos, esto no es opinable, estos son datos representativos, hace que este empeoramiento de la urbanización de los últimos 20 años deba corregirse rápidamente para resolver 2 o 3 de los grandes temas que tiene la humanidad. En primer lugar, el cambio climático. Esta evolución negativa de la urbanización en los últimos 20 años va directamente en contra del cambio climático, empeora el cambio climático. Por lo tanto, hay que parar esta forma de urbanización y hay que cambiar diametralmente la dirección en que la urbanización se hace. Segundo lugar, la urbanización se está segregando. Las ciudades separan a los pobres y a los ricos cada vez más. Ha sido comentado por Jeffrey Sachs. Esto es un dato que se puede ver tan solo y tan simplemente como con fotografía de satélite. Es decir, hay una segregación de la ciudad, una especialización del suelo, por cual los pobres van hacia un sitio de la ciudad y los ricos van hacia otros sitio de la ciudad. Esto ha tenido consecuencias muy graves. En estos 20 últimos años hemos visto la crisis de 2008 de la subprime, que ha dado lugar a la crisis económica más importante de los últimos 70 años. Esta crisis se ha basado en una práctica especulativa de financiación de la vivienda para pobres y ha sido el inicio de una crisis financiera que ha afectado a muchas otras cosas además de a las ciudades. En estos últimos 20 años también hemos visto la primavera árabe. La primavera árabe de Arab Spring ha sido una revuelta, una revolución urbana de los jóvenes desempleados. Y se ha extendido en una región donde hay muchas desigualdades, mucha acumulación de pobres en las ciudades, sobre todo jóvenes sin empleo. Y en la medida en que la urbanización está creciendo de forma masiva y está creciendo con estas características, es un riesgo estratégico para la humanidad. Es decir, la mala urbanización se ha convertido en un riesgo estratégico y hay que tomar medidas lo antes posibles para corregir esta tendencia. Merci beaucoup. Merci. Rosa Raponda, vous êtes maire d'une grande ville africaine qui connaît une explosion démographique comme toute l'Afrique. Comment est-ce que vous voyez ce que vient de dire Juan Claude, c'est-à-dire la dimension stratégique de l'urbanisation dans le monde qui vient, et comment la maire de Libreville que vous êtes peut éventuellement agir pour créer une croissance inclusive à un moment où, j'imagine, il faut aussi faire face à une explosion urbaine. Je vous remercie. Je suis Rose Christiane Oscar Raponda, maire de Libreville. Libreville qui est la capitale du Gabon.
c'est vrai que parler de l'inclusion des villes en 5 minutes, parce que je vois le compteur en face de moi, est tellement complexe que ce temps imposé par les organisateurs est très insuffisant, mais nous allons essayer de nous conformer à ce temps, et tout en remerciant ceux qui nous ont invités à ce forum, notamment le maire de Paris, Madame Anne Hidalgo, qui a bien voulu nous associer à cette grande réflexion. Mais qu'est-ce qu'on entend par dimension inclusive des villes? Comme le disait M. Juan Claus tout à l'heure, pour nous, c'est cette capacité pour les villes de pouvoir définir un peu des politiques locales qui soient d'inclusion sociale, c'est-à-dire des politiques qui comporteraient essentiellement des matières dans le cas de l'accès aux services de base, et encore qui mettraient en exergue un peu tout ce qui concerne l'égalité des chances ou des genres, et encore des aspects qui permettront justement qu'il y ait une certaine protection de l'environnement également et du logement. C'est vrai que cette ville que l'on aimerait, tout comme on a vu à l'entrée, une ville pour tous, elle est une ville pour tous dans le cas de notre pays et de la ville de Libreville en particulier dont j'ai la gestion. Il s'agit de tenir compte de tous les citadins, quelle que soit leur diversité ou quelle que soit leur particularité. C'est vrai que nous avons récemment eu la réunion de Quito sur le nouvel agenda urbain. Je n'ai pas pu malheureusement participer à cette rencontre-là, mais en lisant comme les documents qui sont issus de cette rencontre, il est fait référence d'une dimension inclusive des villes qui devrait être, comment dirais-je, prise en exergue par les villes dans la modification des priorités de politique de promotion et de croissance de ces villes-là, mais dans le cadre d'un développement durable véritablement harmonieux et qui serait en faveur justement des populations les plus défavorisées. Pour la ville de Libreville, il s'agit pour nous de pouvoir justement mener un combat déterminé contre l'exclusion sociale, un combat déterminé contre les inégalités sociales, un combat déterminé contre la multiplication des divisions dans la société, et un combat déterminé pour justement éviter la dégradation de l'environnement, également de logement, parce que vous saviez que Libreville, c'est une grande ville. Elle comporte près de 800 000 habitants, la ville la plus peuplée du Gabon, et nous sommes justement tributaires de tous les flux justement des populations venant de l'intérieur du pays comme de l'extérieur du pays, et donc il y a une grande majorité justement d'immigrants qui y vivent en toute quiétude puisqu'ils sont acceptés justement par les autorités de notre pays, et les plans de développement locaux qu'on a mis en place, ils reflètent justement ces dimensions inclusives-là que l'on a inculqué dès que nous avons pris notre mandature au niveau de la ville de Libreville. Il s'agit pour nous des prises en charge directes et indirectes justement des catégories sociales qui paraissaient pour nous fragilisées ou encore en difficulté. Et comment ça s'est passé? Nous avons justement ciblé les opportunités pour ces populations-là en renforçant par exemple des commerces, des femmes qui voulaient se prendre en charge, qui sont très seules dans le cadre justement de l'écoulement de leurs produits, parce que leurs produits, la consistance n'était pas importante pour pouvoir leur permettre de survivre justement à leurs besoins. La mairie de Libreville a dû budgétiser un budget pour ces moments-là. Nous avons également budgétisé une partie de nos ressources dans la prise en charge des enfants qui ont été déscolarisés et qui voulaient bien renforcer un peu une certaine qualification au niveau de leur formation professionnelle. Nous avons également pu former des jeunes qui voulaient exercer des activités de chauffeurs de taxi pour pouvoir se prendre en charge. Et dans le cadre justement de la lutte contre le sida, nous avons prévu, et ça va être fait au cours de la semaine prochaine, parce que je vais rentrer à Libreville, prendre en charge des agents communautaires qui seront justement formés et payés par la mairie de Libreville. Nous avons consacré à peu près 80 000 euros pour justement ces agents communautaires-là qui seront le relais entre les centres de traitement ambulatoire et les personnes vivant avec le VIH-Sida. Ceci pour dire quoi? Pour dire que ces agents communautaires sont écartés justement de la société, n'ont pas de revenus pour suivre à leurs besoins, et avec la représentation de l'UNICIDA au Gabon, nous avons convenu que l'on prendra en charge ces gens communautaires-là, à qui on donnera justement une indemnité mensuelle d'à peu près l'équivalent de 300 euros par mois, et ça leur permettra justement de subvenir à leurs besoins et d'être inclus justement dans la société. Donc tous ces aspects également nous ont conduit à pouvoir donner une certaine citoyenneté à des hommes, des femmes et des enfants qui, même à l'âge de leur majorité,
n'avaient pas d'acte de naissance. Et on a fait justement pour essayer d'inclure ces populations-là dans la société, pour qu'ils aient une certaine reconnaissance sociale. On a facilité justement avec l'appui justement du tribunal pour qu'ils puissent avoir des jugements supplétifs. On a également développé des projets d'intérêt locaux dans le sens de pouvoir permettre à des jeunes qui ne peuvent pas justement avoir du boulot, les former pour pouvoir créer, fabriquer des pavés. Vous voyez, nous avons des quartiers sous-intégrés sur lesquels les voies secondaires ne sont pas très réhabilitées. Et grâce à la Banque mondiale, via l'État, il y a un projet de financement qui est mis en place et que l'on va concrétiser d'ici la semaine prochaine et dans les jours qui suivent. Je crois que j'ai encore... Ah non, j'ai déjà pas mon temps. Le temps, c'était pour tout le monde. Hein. C'était pour tout le monde. Hein. Donc c'est pour ça que je me permets de J'ai vous encore arrêter. quelques minutes je alors. Je qu'on pourrait passer une demi-heure avec vous. Je suis obligé de vous reprendre le micro. D'accord, voilà. Merci Donc voilà, vous beaucoup. voyez, c'est un peu tous ces aspects compris. qu'on a eu à mettre en place dans le cadre de l'inclusion sociale au niveau de notre On a bien ville. compris. Je Et vous les remercie. problématiques de migrants, c'est pas que dans les villes européennes. Exactement, voilà, merci. Emmanuel Faber. Peut-être je vous propose d'applaudir à la toute fin, comme ça on va gagner du temps parce qu'on a très peu de temps. Emmanuel Faber, vous êtes le patron de Danone. Merci d'être là. Je sais que vous avez un déplacement prévu juste après, donc on va essayer de tenir l'horaire. Je vous donne la parole tout de suite. On sait que vous êtes beaucoup engagé comme un des patrons français qui a le plus pris la parole sur la question des inégalités sociales. Vous avez fait un tabac, si je puis dire, le buzz avec une vidéo suite à votre dernière intervention dans une grande école de commerce française qui a surpris par, j'allais dire, le côté peut-être contre-intuitif qu'on pouvait avoir sur la parole d'un patron français sur ce sujet. Est-ce que, alors qu'on parle de la nécessité effectivement pour les villes et de façon générale pour les pays de mettre la lutte contre les inégalités au premier rang des priorités, est-ce que vous pouvez nous dire finalement le regard de l'entreprise que vous dirigez, du patron que vous êtes, sur peut-être le moment que nous traversons, qui est un tournant peut-être pour le monde, et dans lequel la responsabilité des entreprises, que ce soit en termes d'emploi notamment, en termes d'aide aux pays qui sont en difficulté, est importante, et pour lequel Danone fait d'ailleurs beaucoup de choses. Je vous donne 2 minutes et demie à 3. Allez. Merci. Oui, en fait, cet engagement personnel, il est surtout ancré dans un projet d'entreprise qui a 45 ans, qui s'appelle le double projet économique et social de Danone. Et d'ailleurs, quand je vois la liste de la deuxième ligne derrière moi des partenaires corporate de cet événement, Danone n'y est pas et beaucoup d'autres entreprises y sont, et ça prouve bien que la question du lien entre la stratégie des villes et la contribution du secteur privé à l'élaboration et à la conduite de cette stratégie, elle ne se pose même plus. L'agenda de Quito le dit très bien, la co-création et la nécessité pour aller au bout des questions d'inclusivité de l'alliance entre le public et le privé est une évidence. Donc la question pour moi, c'est plus comment aller plus loin. Et de ce point de vue-là, on a démarré strictement sur les questions d'inclusivité sociale et d'inégalité sociale. On a démarré en France un programme entre Blédina et la Croix-Rouge il y a 7 ou 8 ans maintenant, pour donner accès à une meilleure alimentation aux enfants qui naissent dans les familles dont les revenus sont les plus faibles en France, potentiellement 100 000 enfants en France. Par tranche de classe d'âge. On a appris plusieurs choses que je voudrais très brièvement partager en une phrase chacune, quasiment, à partir de ça. La première chose, c'est que on a créé, Martin Hirsch et moi-même, et avec des chefs d'entreprise, des patrons d'ONG, des administrations, un incubateur qui s'appelle Entreprise et Pauvreté, un action tank, qui a pour mission d'expérimenter sur le terrain des modèles nouveaux, hybrides, qui permettent véritablement d'adresser ces questions de pauvreté. Et deuxième enseignement, 90% des pilotes que nous menons sont dans les villes, dans les zones urbaines. Donc les zones urbaines sont des zones prioritaires, on l'a dit tout à l'heure, de résorption de ces inégalités. Et c'est là aussi que les entreprises sont souvent le mieux placées pour participer à la conduite de politiques publiques. Troisième enseignement, il y a véritablement un avantage écosystémique, c'est-à-dire de mettre ensemble plusieurs entreprises, de mettre ensemble la Banque Postale, Orange, Bouygues Immobilier, Veolia et bien d'autres
autour de la table avec des acteurs sociaux, des municipalités, des conseils généraux, pour résoudre des problématiques comme la rénovation de copropriétés dégradées, la question des partages de génération qui a été mentionnée tout à l'heure, la question de savoir comment les centres-villes ne deviennent pas des ghettos, la mobilité pour des personnes en recherche d'emploi, des questions d'insertion sociale. Ce sont des questions que nous nous posons à l'Action Tank et dont nous voyons bien que la présence de plusieurs entreprises, de plusieurs secteurs permettent de créer des solutions nouvelles. 2 pistes pour aller plus loin qui me semblent essentielles. La première concerne de façon assez générale la question de l'orientation des entreprises. On peut le voir de façon stratégique. Je pense désormais que la résilience même des business models des entreprises passe par l'inclusion de la dimension sociale dans leur business model. On a été plusieurs à signer une tribune dans le journal Le Monde il y a une semaine qui appelle à la modification de l'article 1831 du Code civil en France qui permettrait d'inclure dans l'objet social des entreprises une dimension sociale et pas seulement économique dont nous pensons quelle est la base pour un business model véritablement résilient et peut-être d'ailleurs une marque de fabrique française. Plus précisément, et je finis avec ça, en ce qui concerne les villes, je suis persuadé que l'initiative gouvernementale autour des contrats à impact social, qui a franchement, je trouve, un peu de mal à aboutir, malgré la qualité d'un certain nombre de dossiers qui y sont déposés, devrait être appliquée d'urgence au niveau des villes. Parce que s'il y a bien un endroit où il est possible de définir l'impact social d'une mesure, qu'elle soit de business ou de politique publique, c'est au niveau le plus local et c'est au niveau des villes que je crois que le potentiel des contrats à impact social, les social impact bonds en anglais, sera le plus important. Et donc j'espère bien voir assez vite un certain nombre de ces instruments venir structurer les coalitions d'acteurs dont je parlais tout à l'heure pour résoudre les questions d'inclusivité. Merci beaucoup Emmanuel Faber, on en parlera d'ailleurs demain de la finance et de l'inclusivité. Merci, désolé que le temps ait été aussi court avec vous, mais je pense que ce que vous dites sur le partenariat entre les entreprises, le monde du privé et le monde du public, nous l'avons voulu et nous l'assumons parfaitement parce que nous pensons que s'il n'avait pas lieu, on ne pourrait pas forcément aller très loin. Pierre-René Lemar, c'est pas besoin d'inscrire dans la Constitution que la Caisse des dépôts défend l'intérêt général. Alors j'ai envie de vous poser une question simple. On a déjà parlé un petit peu du sujet ensemble et je sais que vous organisez vous-même un événement sur la question de la Smart City. Est-ce que la Smart City peut être d'intérêt général ? Moi, je crois, d'abord, je veux remercier Anne Hidalgo et City for Life pour cette invitation. Moi, je crois que oui, parce que la notion de Smart City, c'est une notion qui est une notion valise, c'est-à-dire qu'on peut y mettre un peu ce qu'on veut. Mais si on veut bien mettre dans la notion de ville intelligente tout ce qui a été dit depuis ce matin, notamment en termes d'utilisation des nouvelles technologies, mais au-delà de prise en compte des problématiques environnementales, bien au-delà de la prise en compte de la nécessité de la participation des citoyens, on peut au fond dire une chose assez simple, c'est que la ville est sans doute le lieu de la création de valeur et de la création de la cohésion sociale. Et autour de cette thématique-là, on peut faire travailler, comme ça vient d'être dit, l'ensemble des acteurs. Et le lien entre l'ensemble des acteurs, il passe nécessairement par un acteur dont le nom n'a pas été cité, c'est l'acteur financier. Il faut bien qu'à un certain moment, on puisse savoir comment mobiliser des moyens au service d'une perspective de long terme. Parce que tout ça passe aussi par des investissements, que ce soit matériels ou immatériels. Je vais vous donner un exemple. Il y a une semaine, nous venons de signer avec l'ensemble des caisses des dépôts et des investisseurs de long terme en Afrique et avec la Banque africaine de développement, à l'occasion de la COP 22 à Marrakech, nous avons signé une convention dont l'objet est de travailler ensemble sur la mobilisation de l'épargne populaire, la mobilisation des épargnes domestiques en faveur du développement de l'investissement de long terme. C'est un peu le métier de la Caisse des dépôts depuis toujours, c'est-à-dire de mobiliser de l'épargne courte, mobiliser l'épargne populaire, le livret A en France ou les dépôts, comme par exemple les dépôts des professions juridiques, pour financer les investissements longs. Et avec nos amis et partenaires africains, nous venons de signer une convention pour essayer de lancer un processus de cette nature-là qui soit commun en s'appuyant sur la Banque africaine de développement.
La thématique était celle du développement durable, mais dans tous les échanges que nous avons eus avec nos homologues, tout ça a été un peu long hein, de négocier, ça ne se passe pas en 5 minutes, il est évident que nous avions présent à l'esprit le cœur du sujet qui était la thématique de la ville. La ville sur elle-même et la ville ouverte sur son hinterland. La ville crée de la richesse, pas seulement pour la ville, mais au-delà de la ville. De ce point de vue-là, je veux retenir 3 idées, parce que je sais que c'est très court. Première idée, je pense que le rôle de ce qu'on appelle maintenant les banques de promotion et de développement, c'est-à-dire on dit ça en anglais, National Promotion and Development Bank, comme la Caisse des dépôts en France, comme beaucoup de caisses des dépôts dans les pays africains, comme la Caixa au Brésil, comme bien d'autres institutions financières de ce type, au croisement du public et du privé est une bonne manière d'aider à avancer. Deuxièmement, il faut quelques priorités pour une institution comme la mienne. La première priorité, c'est clairement le logement, parce que l'une des problématiques majeures est celle du logement, le logement des plus défavorisés et le logement des classes moyennes. Et donc, il faut trouver un moyen, que nous avons beaucoup d'exemples en France, maintenant nous avons une certaine expérience, pour avancer dans cette direction-là. Pour vous donner un chiffre, la Caisse des dépôts, c'est l'année passée 17 milliards d'euros qui ont été consacrés au logement, c'est-à-dire essentiellement au logement en ville. Deuxième idée, il faut des perspectives aussi de moyen terme pour ouvrir le champ. Ouvrir le champ, ça veut dire notamment ouvrir le champ aux technologies nouvelles. Les technologies nouvelles, le numérique, le digital, dans nos pays occidentaux, fait souvent très peur. La question est de savoir non pas comment l'apprivoiser, mais comment l'utiliser dans une perspective qui soit une perspective démocratique, c'est-à-dire au service de tous. Le numérique, c'est utile à la participation des citoyens. C'est une bonne manière d'avancer. Il ne faut pas avoir peur du numérique. Il s'agit de l'utiliser dans des fins d'intérêt général. Et puis troisièmement, je crois, et ça rejoint ce qui vient d'être dit, qu'il faut une collaboration de tous les acteurs. Qui fixe le chemin? Ceux qui fixent le chemin, c'est les élus du suffrage universel. Qui fixe le chemin, c'est le maire, c'est l'équipe municipale. Mais l'équipe municipale, elle n'avance qu'autant qu'elle a des habitants derrière elle, qu'elle a ses citoyens derrière elle. Et dans ce chemin-là, on peut faire travailler l'ensemble des acteurs. L'ensemble des acteurs, ça veut dire les entreprises privées, les entreprises de services et les entreprises et les institutions publiques. C'est ce qu'essaye de faire la Caisse des dépôts en France en essayant de mobiliser les acteurs des transports, les acteurs du logement, les acteurs de l'ingénierie, notamment l'ingénierie urbaine, les acteurs du traitement des déchets, les acteurs de la mobilité, notamment de la mobilité urbaine, pour travailler tous ensemble. Et j'ajoute un acteur dont, à la fin des fins, on mesurera à quel point son rôle est essentiel, ce sont tous les acteurs de la gestion urbaine. Parce qu'à la fin des fins, ce dont ont souvent besoin les collectivités locales, c'est une gestion urbaine répondant à leurs besoins et permettant de ne pas avoir une déperdition folle d'énergie au sens de déperdition folle de dépenses de fonctionnement. C'est en tous les cas la piste qu'essaye de suivre une institution comme la Caisse des dépôts en France. Merci beaucoup Pierre-René Lemas, pardon pour le temps très serré. Enfin, Marie Sallois d'Ambreville, vous travaillez pour le Comité international olympique. Alors, on ne va pas vous demander si Paris va avoir les JO, on n'a pas le droit d'en parler, donc je vois. Mais vous pouvez nous parler, en revanche, de la façon dont le Comité international olympique regarde cette question de l'inclusion dans les villes et en fait désormais un levier important, y compris du choix des villes candidates. Oui, bonjour et merci de me donner aujourd'hui l'occasion de revenir dans ma ville natale. C'est toujours un plaisir. Je vais m'exprimer en français et en anglais, les 2 langues officielles du Comité international. En 4 minutes en tout cas. 4 minutes. Certains d'entre vous se souviendront que l'an dernier, dans la même salle, à peu près à la même époque, le président du Comité international olympique, Thomas Bach, insistait sur le rôle que les Jeux olympiques peuvent jouer en tant qu'accélérateur du développement durable. Et certains d'entre vous savent aussi peut-être que le sport et sa contribution a été reconnue dans l'agenda 2030 des Nations Unies. Paragraph 37 of the United Nations Agenda for Sustainable Development reads, "Sport is also an important enabler for sustainable development." Marie, je vais vous dire, je crois que c'est pas la peine de le faire en anglais, il y a une traduction. Oui, Si mais vous pouvez... moi, Non mais franchement, on n'a vraiment pas le temps. Donc si vous pouvez le rester en français, ça sera plus simple pour tout le monde. Avec sa vision de bâtir un monde meilleur à travers le sport, le mouvement olympique contribue à de nombreux objectifs de développement durable des Nations Unies, notamment la paix, la santé, l'éducation de qualité, la diversité et les partenariats.
et la reconnaissance du rôle que le sport peut jouer pour atteindre ces objectifs de développement durable nous renforce dans le souhait d'aller encore plus loin. C'est pour ça que le développement durable a été intégré dans la nouvelle feuille de route du Comité international olympique, l'agenda 2020. Et à ce titre, nous souhaitons que le développement durable soit impliqué dans tous les aspects des Jeux olympiques. Dans ce contexte, le processus de candidature des Jeux a été complètement revu. Dans le passé, on demandait aux villes comment elles pouvaient s'adapter pour recevoir les Jeux. Donc le processus de candidature était comme finalement une franchise. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, ce qu'on demande aux villes, c'est comment les Jeux peuvent les aider à accélérer leur développement durable. Et dans ce contexte, notre souhait, c'est d'engager au plus tôt possible avec les villes dans un dialogue où les Jeux sont vus comme une solution d'innovation pour atteindre vos objectifs de développement durable. Et dans ce contexte, on s'intéresse en particulier aux infrastructures et aux espaces verts, à la mobilité, au workforce et au climat. Certaines villes olympiques du passé, dont Barcelone, qui va bientôt fêter ses 25 ans, ont posé des précédents. Johan Claus ne me contredira pas. Et continuent d'ailleurs à partager leur expérience à travers le réseau mondial des villes olympiques. Mais plus récemment, Rio, malgré des difficultés sans précédent, a encore posé des nouveaux standards. D'abord, en permettant un accès accru au transport public, qui est passé de 16% à 63%. Mais encore, grâce à un programme très agressif de carbone, qui va laisser un héritage très positif en termes de nouvelles technologies dans la région d'Amérique latine. Donc le CIO, qui est une organisation privée à but non lucratif, qui a la chance de posséder une des marques les plus globales et les plus inclusives, est prêt à jouer son rôle dans l'atteinte de ces objectifs de développement durable et de travailler le plus en amont possible et de façon la plus rapprochée possible avec vous, les villes, avec les autorités locales, avec les organisations à but non lucratif, avec les agences des Nations Unies, pour bâtir justement ces villes plus inclusives et plus résilientes. Merci beaucoup, pardon de vous avoir un peu pressé. J'ai envie de dire, JO ou pas JO, il faut le faire, mais c'est mieux si on a les JO. Allez, je vous remercie beaucoup tous les 5. Malheureusement, on n'a pas le temps de continuer le débat parce que nous sommes déjà à la fin de la deuxième table ronde que je devais animer et que je vais animer maintenant. Donc je vous remercie chaleureusement d'avoir été avec moi et on va demander, merci, on peut les applaudir, on va demander si Elix a quelques dessins à nous montrer avant de démarrer. Voilà, Citizen, le 21e siècle sera le siècle des villes. Yacine, est-ce qu'il y en a eu d'autres qui ont été préparées? Non, c'est celle que nous voulions vous montrer pour l'instant. Alors, innovation, écosystème, partenariat pour construire des villes inclusives. J'appelle à me rejoindre sur scène Karin Van Gart, qui est maire de Stockholm. Antoine Frérot, le président directeur général de Veolia. Mettez-vous à côté de moi. Patrick Roper, directeur général de SNCF Gares et Connexions, Philippe Monloubou, le président du directoire d'Enedis, et Stéphane Richard, président directeur général d'Orange. On va commencer avec Karin Van Gart. Vous avez le micro, donc on va rester en français. Dans la ville de Stockholm, la question du développement durable, on le sait, est portée à un niveau très élevé. On a une attention très importante à l'environnement. Mais est-ce qu'on a aussi, comme c'est souvent le cas dans les pays scandinaves, une importance aussi grande donnée à l'inclusion, à la résilience, telles qu'on les a définies tout à l'heure dans le cadre de l'agenda de Quito, c'est-à-dire lutter contre les inégalités sociales, inclure un logement, finalement une mixité dans le logement, la question de l'accueil des migrants. Vous me disiez qu'il y a
10 000 migrants qui sont arrivés à Stockholm, donc comment les accueillir. Quel est le cas de Stockholm en matière de résilience? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Merci. Thank you for that, and thank you, my dear colleague and friend Andy Hidalgo, that arranged such a meeting like this. The city of Stockholm is growing really fast. It's the fastest growing capital city in Europe, and for sure we have challenges. We have challenges with worsening housing segregation, the lack of housing, and inequalities in and between schools. Let me start by saying that social exclusion is indeed one of the greatest challenges for our time. Keeping people from achieving their best is a great waste of resources. In the long run, exclusion also destabilizes our citizens. So we need to act, and we really need to use our power as mayors to change this coming segregation that we see in our cities. In general, people from all corners of the world is moving to Stockholm every day, and in fact, we love this. We really like to have all those people and the challenges in our schools. But even though we see that the past 20 years we have seen worsening housing segregation, this considers with one of the challenges we all face, the integration of immigrants. And we work with our schools that every public schools and also our private schools need to be engaged in the immigrants, in our children. And we can also see that the resulting of ethnic school segregation in the city considers with differences in the performance of students. I would like to emphasize that we consider the fast increase in number of residents an opportunity. We believe that immigrants are not a burden. It's a vital social and economic investment if we do it in the right way, and I hope we are on track. Merci beaucoup. Une deuxième question peut-être, parce que vous avez tenu votre temps de parole, une question sur la Smart City. Un des problèmes posés par la Smart City, l'utilisation des technologies, c'est qu'elle ne profite qu'à quelques-uns, souvent les plus aisés, et pas à tous. Comment est-ce que dans la mise en œuvre de la Smart City, que ce soit en termes de mobilité, sur le transport, les transports publics, la place de la voiture à Stockholm, etc., l'information en général, la gouvernance, ce qu'on appelle les civic tech, la participation citoyenne. Comment est-ce que la ville de Stockholm envisage la question de la Smart City en 2 minutes, s'il vous plaît? We work with the project Smart City, and for sure we have smart citizens, so that will be an easy project. It's really important that one before upstage said that the new technology, and we all want to be smart, and we all want to have the shared economy. And we work with the environment for sure in the city of Stockholm. We have congestion charge system that has reduced our car traffic in and out to the city area. And we also work a lot with collective traffic like subway and buses and so on. So in the next step to go to more share economy and to more take our responsibility for the environment, not just in Stockholm, in total of the world, we can see that it will give us economic growth and also a smart city and smarter citizens. Merci beaucoup. Alors on a 4 smart chefs d'entreprise avec nous pour nous parler de la Smart City. Je vais commencer avec Stéphane Richard, puisqu'on était sur le numérique et la place du numérique dans la ville.
Orange est présent, très présent dans le monde urbain. Quel est votre regard justement sur cette question de la croissance inclusive et du rôle du numérique qui doit profiter à tous dans la vie dans les villes et dans toutes les évolutions dont on voit bien que le numérique change la façon dont on vit dans la ville? Je crois d'abord que la ville intelligente, c'est la ville numérique. Il n'y a en fait pas beaucoup de sujets liés à cette notion de la ville intelligente qui ne passent pas par une utilisation du potentiel du digital, du numérique, des réseaux. Et je dirais, la première clé, c'est celle-là, c'est le smartphone. Alors, parce que le smartphone va devenir, et déjà d'ailleurs largement, cette sorte de télécommande de la vie quotidienne, en particulier dans les villes, qui va donner accès à une très grande variété de services. C'est un titre de transport, c'est un terminal d'information particulièrement précieux pour mieux vivre au quotidien dans les villes, pour mieux gérer les problèmes de stationnement par exemple, mais aussi pour payer, pour dématérialiser toute une série d'actes de la vie quotidienne et urbaine. Le numérique est, je dirais, par nature assez inclusif quand même, parce que d'abord, il est très distribué. Aujourd'hui, dans un pays comme la France, il y a 60% de la population qui est équipée d'un smartphone. On sera à 80% dans 18 mois, donc on est encore dans une pénétration qui s'accélère très fort. Et en Afrique, par exemple, on parlait d'Afrique où nous sommes très présents, nous Orange, on sera dans 1 an, 2 ans, autour de 30-35% de la population africaine équipée d'un smartphone. Donc cette intelligence distribuée, très très largement, elle est par nature, je dirais, inclusive. Et quand on parle de fracture numérique, ce n'est pas tant les villes qui sont concernées, pour le coup, puisque dans les villes se concentrent un peu tous les réseaux. C'est plutôt les réseaux mobiles, les réseaux fixes avec la fibre optique. C'est plutôt, effectivement, la fracture territoriale avec les zones rurales, qui est un vrai sujet d'ailleurs, mais qui n'est pas, je crois, celui d'aujourd'hui. Donc, le numérique et le digital est par nature, si je puis dire, inclusif, à condition toutefois qu'on prenne un certain nombre de précautions. Et je voudrais surtout souligner la question très sensible de la protection des données personnelles, parce que l'utilisation du numérique, ça peut être aussi l'angoisse du Big Brother. Je prendrai juste un exemple de cela, qui est la façon dont on utilise les données de géolocalisation pour maintenant enrichir les études de trafic pour construire des infrastructures de transport public. Pendant des années, on a fait des études qui étaient basées sur des questionnaires en essayant de voir où est-ce qu'il fallait faire passer un tramway, par exemple, ou une ligne de bus ou une ligne de métro. Aujourd'hui, on utilise massivement les données qui proviennent de la géolocalisation, qui sont une mine absolument fantastique. Bon, encore faut-il pour cela pouvoir respecter un certain nombre de contraintes, anonymiser totalement ces données et s'engager, comme Orange le fait au quotidien, à préserver et à protéger les données personnelles. Alors justement, et ça sera très rapidement ma dernière question avant de poursuivre, justement cette ville des flux, cette ville des données, cette data city, c'est très intéressant en termes de développement économique en Afrique où Orange est assez présent, puisque la croissance démographique des villes africaines, évidemment, est sans commune mesure avec la capacité de créer les infrastructures correspondantes. On voit bien que dans des villes en explosion démographique, on ne peut pas investir dans des infrastructures en dur aussi vite que la population augmente. Est-ce que là, de ce point de vue, on peut dire, d'abord, oui, le numérique est par nature inclusif et permet finalement de sauter, j'allais dire, quasiment une étape d'infrastructure. C'est le cas quand même très clairement dans les télécoms en Afrique. Oui, il faut rappeler qu'en Afrique aujourd'hui, il y a pratiquement un téléphone mobile par habitant, parce qu'on touche 1 milliard pratiquement de téléphones mobiles aujourd'hui pour 1 milliard d'habitants. Donc l'Afrique est une terre de mobilité, de communication, et ces technologies ont permis sans doute à ce continent, effectivement, c'est ce qu'on appelle un peu la théorie de l'arriération, de passer directement en fait à cet âge numérique. Il y a une très belle illustration d'ailleurs de cela qui est ce qu'on appelle le mobile banking, c'est-à-dire l'utilisation du téléphone mobile comme pour payer et faire d'ailleurs toute une série d'autres actes financiers ou bancaires. L'Afrique a été un peu le précurseur de cela, le laboratoire de cela, et c'est un succès absolument extraordinaire. Nous, chez Orange, on a 25 millions aujourd'hui d'utilisateurs du service de mobile banking. Vous pouvez aller dans n'importe quel pays africain, même très pauvre ou très peu avancé, et voir combien cet usage du quotidien
s'est aujourd'hui développé et a pris une place essentielle dans la vie des gens. C'est vrai que le numérique, finalement, peut pallier un peu le déficit d'infrastructure, on va dire ça comme ça. Il ne le pallie pas complètement, bien sûr, parce qu'en même temps... il faut des routes quand même, bien sûr. Il faut des routes, il faut des systèmes de transport public, etc. On va en parler. Mais en tout cas, en distribuant une fois de plus l'intelligence et en permettant aussi à la population, finalement, de faire du collaboratif, de faire du covoiturage, de faire toutes ces choses-là beaucoup plus facilement, elle permet sans doute de lutter un peu contre tous les maux qui sont liés au déficit d'infrastructures dans des villes qui grossissent effectivement d'une manière incroyable en Afrique. Merci Stéphane Richard. Antoine Frérot, justement, pour un groupe comme Veolia, la ville inclusive, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une ville qui est circulaire, comme on dit aujourd'hui, ou est-ce que c'est plus que ça? C'est aussi, quelle est votre vision et votre définition pour un groupe qui, comme vous, est présent dans pratiquement tous les services nécessaires à une ville? Micro. Oui, merci. Bonjour à tous tout d'abord et merci de votre invitation. La définition de la ville inclusive, c'est celle d'une ville qui n'oublie aucune catégorie d'habitants dans les promesses de la vie, du développement et du confort urbain. Et pour cela, bien évidemment, la ville intelligente, la ville numérique a un rôle pour répondre à la question que vous posiez tout à l'heure. Est-ce que cette ville numérique, elle est réservée aux plus diplômés ou aux plus dégourdis? La ville numérique permet par exemple à chaque habitant de suivre étroitement ses consommations d'énergie, de chaleur, d'électricité ou d'eau. Et quand on le fait, on parvient rapidement à économiser 10 à 15% de ses consommations. Eh bien, pour des populations qui sont en difficulté, économiser 15% de ses consommations d'énergie ou d'eau dans les logements, ça permet une meilleure inclusivité. Mais au-delà de ça, comment améliorer l'inclusivité? En utilisant les atouts de la ville elle-même. Et ces atouts, c'est la présence de toute une série d'acteurs, de parties prenantes urbaines au même endroit. Et c'est la mise en présence et la collaboration entre ces acteurs qui permettent d'augmenter l'inclusivité. Je vais donner juste 2 exemples parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Le premier, sur l'emploi, et notamment sur l'accès à l'emploi des gens défavorisés, des plus jeunes, ceux qui sortent du système scolaire sans diplôme ou sans compétences. La présence au même endroit du monde académique, des entreprises, de tous les dispositifs que les territoires mettent en place pour aider ces jeunes permet très clairement de mettre en place des systèmes de formation par alternance, là où les systèmes scolaires plus classiques ont échoué, et permet d'organiser cette alternance. Le groupe Veolia a créé 15 campus pour recruter de jeunes collaborateurs, et en 5 ans, nous avons formé 15 000 jeunes qui n'avaient pas de diplôme en sortant de l'école et qui en avaient un grâce à l'alternance, dont 8 000 en France. Donc il est possible, en faisant collaborer les systèmes académiques, les organisations du territoire avec les municipalités et les entreprises, d'accélérer l'accès à l'emploi. Autre exemple, il existe sur les territoires également beaucoup d'organismes d'entrepreneuriat social. Et ces organismes, ils cherchent des collaborations avec d'autres acteurs de la ville, notamment avec les entreprises, mais pas seulement. Et ces partenariats avec les entrepreneurs sociaux permettent de créer des incubateurs liés à la spécialité des entreprises. La spécialité de Veolia, vous le savez, c'est la gestion de l'eau, de la propreté, de l'énergie, tant pour les municipalités que pour les industriels. Il y a dans ce cadre-là des tas de collaborations entre l'entrepreneuriat social et notre expertise. Vous parliez de la ville circulaire. On conçoit bien que collecter et trier toute une catégorie de déchets qui demande beaucoup de moyens humains, il y a là un rôle pour les entreprises sociales et solidaires. Nous avons créé avec plusieurs organisations d'entrepreneuriat social, notamment le fameux groupe Ashoka, qui est la première organisation mondiale dans ce thème-là, plusieurs incubateurs
4 cette année qui ont permis déjà d'incuber 30 start-up d'entrepreneuriat social. Il y en aura 5 autres l'année prochaine. Et il y en a encore toute une série dans le tuyau. Entre entreprises, là aussi, territoire et entrepreneuriat social, des collaborations, parce qu'on est au même endroit, sur le même territoire, peuvent facilement naître et s'enrichir mutuellement. On parle de plus en plus de la ville en circuit court. D'ailleurs, toutes les start-up, la plupart de celles qui se créent, sont liées à la ville et essayent effectivement d'optimiser partout où c'est possible, dans tous les domaines que vous avez cités. Est-ce qu'on peut imaginer demain des villes plus autonomes en énergie? Alors évidemment, l'eau, il faut bien la faire venir, mais essayant de s'autonomiser de plus en plus et être dans la logique de la proximité et des circuits les plus rapprochés. On peut surtout imaginer des villes plus sobres. Avant qu'elles ne soient circulaires. Elles ne seront jamais autonomes, mais elles peuvent être plus sobres. Et effectivement, après la ville intelligente, la ville inclusive, la ville résiliente, la ville sobre, c'est une des 4 nouvelles dimensions qui viennent s'ajouter aux dimensions classiques du fonctionnement d'une ville moderne. Bon. Une ville sobre, c'est quoi? C'est une ville qui extrait et consomme moins de ressources naturelles qu'elle le faisait pour la même quantité d'habitants ou d'actions ou de création de richesses qu'auparavant. Ça concerne tout d'abord l'espace, par exemple. Densification intelligente de l'urbanisation. Ça concerne bien évidemment l'eau. Et il n'y a pas que les consommations domestiques, mais aussi et surtout les consommations industrielles. L'eau est souvent une ressource trop précieuse pour n'être utilisée qu'une fois, et pour bien des usages, l'eau peut être retraitée pour être recyclée. Et puis bien évidemment, l'énergie, toute la chaleur fatale qui sort des cheminées, qui sort des data centers, qui peut être utilisée pour chauffer les villes, à condition bien évidemment de mettre en place un système collectif de chauffage. Et enfin, le fait que les poubelles soient la première ressource du XXIe siècle permet d'imaginer bien évidemment de recycler bien davantage toute une série de matériaux. Certains le sont déjà, mais on est loin du compte, on peut encore aller beaucoup plus loin. Donc la ville sobre, donc la ville circulaire, est effectivement aussi une ville qui va permettre de créer des emplois locaux. Et ce que j'évoquais tout à l'heure avec les entrepreneurs sociaux, ces emplois locaux s'adressent directement aux populations qu'elles veulent aider et qui doivent être mis en relation avec des entreprises professionnelles pour pouvoir connecter l'ensemble du service avec l'objectif qu'on en attend. Merci beaucoup Antoine Frérot. Philippe Monloubou, on reste sur les ressources pour l'instant. L'énergie, évidemment, pour Enedis. On voit apparaître de plus en plus, c'est un peu ce que disait Antoine Frérot, une logique où les villes vont produire, et on voit une décentralisation aujourd'hui de la production d'énergie, notamment dans les villes. Alors je ne sais pas si demain tous les toits de Paris ou des grandes villes de Stockholm seront couverts de panneaux photovoltaïques ou de tuiles produites par un Américain dont je ne citerai pas le nom, mais qui fait beaucoup parler de lui dans ce domaine. En tout cas, on voit qu'il y a une tendance à aller vers la production autonome d'énergie, le stockage peut-être de l'électricité. On parle de smart grid, mais maintenant même de nanogrid. Donc comment est-ce que pour Enedis, et quelle est votre vision finalement de la gestion de l'énergie dans le futur? Quel impact ça peut avoir dans une logique, y compris d'inclusion sociale, parce que l'énergie, évidemment, c'est une des ressources indispensables aux habitants des villes, les villes lumières, comme on dit. Oui, merci et bonjour à toutes et à tous et merci de cette invitation. C'est effectivement l'énergie a une place prépondérante évidemment dans le développement de nos sociétés, elle l'a toujours eu. Et d'ailleurs, Enedis est issue de cette capacité à irriguer l'ensemble du territoire national, un minima en électricité, premier facteur d'inclusion on pourrait dire, puisque l'histoire a voulu qu'aujourd'hui Enedis ait la capacité à irriguer l'ensemble du pays, jusque dans les territoires les plus intimes en électricité. Et aujourd'hui, donc, cette mission, eh bien, elle se modifie en profondeur par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Et une dimension inclusive chaque jour renforcée autour, j'ai envie de citer trois grands éléments. Le premier d'abord, et je suis en même temps président d'une association qui s'appelle Think Smart Grids, qui est en fait les réseaux électriques intelligents et qui vise à développer les solutions françaises qui peuvent apporter des réponses dans le monde, en particulier à ces questions d'inclusion. Et on voit qu'une des premières réponses, c'est celle de la capacité des réseaux d'électricité, sous des formes effectivement de plus en plus ouvertes et voire locales,
de répondre à la croissance en particulier des besoins et en particulier des grandes métropoles mondiales. Et pour ça, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, si la seule réponse était de construire des infrastructures, des grandes routes, on voit bien qu'il y a là quelques limites, à la fois financières d'un côté, donc en sens allocation des ressources, et en même temps tout simplement technique, voire acceptabilité. Et donc une des premières réponses à cette nécessité de répondre encore plus rapidement aux besoins de croissance, c'est en particulier les smart grids. Donc modernisation et résilience, parce que derrière smart grid, il y a qualité et il y a accès à l'électricité. Et derrière ces facteurs, on trouve accès à l'hygiène, on trouve accès à la santé et on trouve accès au développement également, puisque dans beaucoup des pays sur lesquels l'association que je préside et Enedis en particulier interviennent, beaucoup des grandes villes, c'est souvent aussi la capacité à proposer des infrastructures suffisamment résilientes, avec la qualité nécessaire, avec la réactivité nécessaire pour attirer des investisseurs, pour attirer de l'activité économique dans des territoires qui jusqu'à présent en étaient tout simplement exclus. Donc ce facteur de la résilience des réseaux, de la qualité des réseaux par le biais des smart grids est indispensable. Le deuxième facteur que je voudrais citer, c'est celui, on l'a abordé à travers la dimension numérique, c'est celui des données. C'est-à-dire que dans le domaine de l'énergie, aujourd'hui, chaque client, avec le déploiement en particulier des compteurs électriques dits intelligents, qui est un phénomène mondial, on est en train d'en installer 34 millions en France, mais ils se sont déjà développés dans beaucoup de pays, et ça va évidemment continuer et s'accélérer. C'est l'accès, d'abord pour chaque consommateur, à une information intelligente, donc objective, vivante, sur sa consommation d'énergie et qui le rend d'ores et déjà beaucoup plus inclus en fait dans la vie de la société, dans le territoire dans lequel il vit, dans lequel il exerce son activité, par une meilleure connaissance de son impact, évidemment sur son budget personnel, à minima, mais également de l'impact sur l'ensemble de son écosystème local. Donc à titre individuel et à titre collectif, parce qu'avec la masse de données aujourd'hui disponibles et qu'en particulier les compteurs intelligents vont fournir, on voit bien que chaque territoire, chaque grande ville, chaque collectivité va pouvoir disposer d'une analyse des plus fines, des plus réactives, des plus objectives sur les facteurs d'exclusion en fait, ou les facteurs qui aujourd'hui justement auront avec tout ce qu'on a entendu ce matin, à savoir la capacité à identifier les zones, les territoires sur lesquels il y a des investissements de priorité à opérer, les zones sur lesquelles la précarité énergétique en particulier est un facteur là aussi d'exclusion, etc. Donc on voit bien que là, l'utilisation massive des données liées à la consommation d'énergie et à travers tout simplement les compteurs intelligents qui vont se dérouler est en soi un facteur d'inclusion dont je crois la dynamique d'acceptabilité dans les territoires, la dynamique de développement, et va être un élément absolument prépondérant justement de la capacité des villes et des grandes villes en particulier à pouvoir soutenir durablement la croissance qu'on évoquait tout à l'heure, dont les constantes de temps se sont considérablement réduites et qui va faire participer directement chacun des consommateurs. Et le troisième sujet, pour aller rapidement, puisque vous me le demandez, c'est la dimension, appelons-la environnementale. Les réseaux aujourd'hui, de par leur dimension smart, de par leur capacité justement à pouvoir adresser des aspects non seulement centralisés d'approvisionnement en énergie, mais également, comme vous l'avez dit, des capacités à réguler dans des espaces très locaux des équilibres entre production et consommation, vont favoriser, par leur dimension smart et numérique, en particulier le développement croissant, massif, de considérations environnementales, comme par exemple le développement des véhicules électriques. Le développement des infrastructures de charge et sa gestion intelligente seront des facteurs auxquels les réseaux électriques en particulier, vont contribuer et qui vont permettre là aussi une dimension d'inclusion nouvelle dont on a beaucoup parlé ce matin, qui est celle en particulier de la résilience, en particulier aux considérations environnementales. Et je crois juste pour conclure de dire, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Al Gore lui-même qui a dit que la COP21 a eu comme peut-être grand succès, au-delà du succès diplomatique français, celui de transférer à la société civile véritablement la réalisation, la responsabilité de la transition énergétique devant laquelle nous sommes. Et je crois que c'est ça que nous sommes en train de décliner ensemble. Merci Philippe Monloubou. Alors, on va terminer avec Patrick Ropers sur les gares. On n'imagine pas une ville sans gare. Et vous êtes le patron de SNCF Gare et Connexions. Et vous êtes quelqu'un aussi qui réfléchit aussi à ce rôle des gares que vous présentez comme une sorte de cerveau de la ville qui demain va irriguer et va être non pas un lieu d'exclusion justement, mais plutôt le lieu du vivre ensemble.
Oui, moi je dis que les gares sont des city boosters. Et en fait, la performance d'une ville au quotidien, le premier regard que l'on a sur une ville, il est souvent sur son système de mobilité. Et un système de mobilité, ça peut très bien être la première cause de perte de temps ou le premier vecteur de fluidité. Ça peut être la première cause d'émission de CO2 ou le premier vecteur du low carbone. Ça peut aussi être la première cause de la ségrégation ou le premier vecteur de la cohésion. Et donc la gare, qui est un lieu qui accueille tout le monde, dans un monde d'exclusion, c'est un des rares lieux de la ville qui accueille tout le monde. Et de fait, ça nous pose une responsabilité extrêmement importante de travailler la gare avec la ville, ce qu'on fait beaucoup avec la ville de Paris et avec les autres collectivités en France. Et par exemple, on a un chantier emblématique qui est la gare du Nord. Gare du Nord, tous les jours, nous accueillons 700 000 personnes. Et on dessert à la fois la banlieue la plus pauvre de Paris et on dessert à la fois Eurostar avec les personnes qui vont à la City. Et ça fait de ce lieu-là un lieu hors norme. C'est à la fois, par ce carrefour de population, un vrai lieu de commerce, un vrai lieu qui a un rôle de booster économique. Ça fait, par le fait qu'il y a là toutes sortes de mobilités qui arrivent. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du digital, le digital apporte des solutions de mobilité plurielle. On peut combiner une voiture à louer, une voiture partagée, un vélo, du piéton, du train, du métro, du bus. Donc toutes ces solutions-là s'agrègent et ça fait de la gare un vrai booster urbain. Et puis c'est aussi, de façon pas que anecdotique, un booster culturel. Et quand on est gare du Nord, on a l'année dernière avec la ville de Paris présenté dans cette gare 3 œuvres. Nous avons fait 3 œuvres qui sont de 3 artistes reconnus, Liam Gillick, un Irlandais, Leandro Erlich et Richard Texier, qui viennent faire de cette gare un lieu culturel où on présente aux 700 000 personnes qui passent là tous les jours des œuvres qui font réfléchir sur le réchauffement climatique. Eh bien, on voit que quand on pose ces ingrédients-là, la gare a un rôle clé dans la ville, et c'est ce que nous on appelle le rôle de City Booster. La gare est de plus en plus connectée aujourd'hui. C'est pas Stéphane Richard qui va me contredire. Peut-être l'est-elle pas parfois, notamment quand on prend le train suffisamment, mais quand on est dans la gare, normalement, on peut l'être. On peut avoir accès au Wi-Fi. Enfin, comment est-ce que l'arrivée justement de cette connectivité, de cette smart city dans les gares, peut permettre de regarder, d'utiliser la gare différemment? C'est vrai qu'avant, Gare du Nord, on y allait rarement quand même. Est-ce qu'aujourd'hui, Gare du Nord, on pourrait presque en faire son deuxième bureau quand on est sur la route? Oui, bien sûr, on vous installe tous les services. Mais ce qu'apportent les solutions digitales dont parlait Stéphane Richard, c'est 2 grands leviers. Il y a d'abord le premier levier qui est évident, c'est celui de la capacité à mieux informer plus facilement, à mieux faire connaître les services qui sont proposés et à faire que nos voyageurs, nos visiteurs utilisent la gare comme à la fois leur bureau, leur maison, leur chambre presque. On voit des gens qui gèrent leur compte en banque dans la gare, ce qu'on faisait auparavant dans le domaine privé. Donc on voit que ça bouscule complètement l'usage de nos clients. Mais c'est aussi un deuxième levier très important qui est celui de transformer l'économie de la gare. L'arrivée de toutes les solutions d'IoT, d'Internet des objets, vont nous permettre de produire une gare moins chère. Et produire la gare moins chère, c'est permettre d'avoir derrière des billets de train moins chers ou des billets de transport moins chers et donc d'être plus en plus accessible à un plus grand nombre. Et c'est aussi un levier majeur qui va apparaître dans les années qui arrivent, cette capacité à baisser nos charges d'exploitation et donc être encore plus inclusif. Eh bien, ça sera le dernier mot, les gares inclusives. Je salue Angel Gurria qui est là pour l'OCDE qui viendra dans quelques instants. Je voudrais qu'on applaudisse la performance de tenir en 25 minutes l'engagement que nous avions pris. Merci Madame la maire.